Il y a quelque temps, j'ai créé une polémique qui m'a totalement dépassé en affirmant que je travaillais en sRGB. Depuis, j'ai dû faire face à une opposition féroce, mais je vais persister et signer en t'expliquant pourquoi tu devrais toi aussi considérer cet espace colorimétrique. Je suis JB, tu es sur Bison Bleu, on est parti. Depuis la vidéo où j'affirmais bosser en sRGB, ma vie a basculé en quelque sorte. 24 heures après la publication de la vidéo, les premiers signes se sont fait sentir. Déjà, on a changé le digicode de mon immeuble et quelqu'un s'est habilement débrouillé pour que le mail qui m'en avertissait finisse dans mes spams. Depuis, il manque régulièrement un truc quand je commande un maxi best-of au McDo de Castellane. Et c'est souvent les sauces. Chronopost a aussi arrêté de me livrer mes colis. Bon, ils avaient déjà un peu commencé avant. Bon bref, quelqu'un essaie de me nuire et de faire tourner ma vie à l'enfer, mais sachez que je ne me laisserai pas faire. Ouais, bon, ok, c'est super encombrant et tout, mais ça m'a déjà servi pas plus tard que la semaine dernière. J'étais chez moi, j'entends un bruit derrière la porte, et bon, moi j'ai potassé la théorie, hein, la meilleure défense, c'est l'attaque. Du coup, j'entends un bruit derrière la porte, je saisis Michael. Nous les mecs, on a tendance à donner des noms à... Bon bref, je saisis Michael, j'ouvre la porte, et de bah! Je terrasse l'ennemi. Bon, cette fois-ci, il s'agissait juste de ma fille. Mais que ça serve de leçon à ceux qui tenteraient de me nuire, je ne me laisserai pas faire. Et puis en plus, comme je vois toujours le bon côté des choses, ça servira aussi de leçon à ma fille qui saura désormais qu'il est dangereux de se tenir derrière une porte. Et je suis sûr qu'elle appliquera cette règle à la lettre une fois qu'elle aura retrouvé sa motricité. Au programme, dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet complexe de c'est quoi le sRGB. Je vais ranger ça quand même. Avant de vous dire pourquoi et comment je bosse avec. Mais pour ça, il vous faudra avant avoir quelques clés de compréhension. Nous allons donc parler des différents espaces colorimétriques, des profils ICC, de synthèse additive, de synthèse soustractive, de calibration et enfin de mon workflow. Cette vidéo va être assez longue et technique, donc une fois n'est pas coutume, je les chapitrerai. Et vous pourrez ainsi revenir à votre guise sur certaines parties, histoire d'être sûr que vous y êtes bien emmerdé. Et pour la rendre un peu plus digeste, elle sera évidemment parsemée de blagues et d'anecdotes stériles pour maintenir votre attention parce que vous êtes des enfants et que j'ai besoin d'un taux de rétention de moins 50% pour avoir un référencement digne de l'énergie que je mets dans mes vidéos. Qu'est-ce que le sRGB ? Eh ben, c'est tout simplement ceci. C'est un gamut, plus simplement un espace colorimétrique RVB, rouge, vert, bleu, qui est le langage pour retranscrire la lumière et les couleurs sur un écran. On appelle ça la synthèse additive. Mais pour comprendre ceci, il faut déjà comprendre cela. Et ça, c'est quoi ? Et ça, je vais le dire, c'est le CIE XYZ 1931. Ça y est, j'ai perdu tout le monde. Putain, encore des heures de travail pour avoir même pas 1000 vues. Bon, je cherche un peu en même temps. Bref, ce CIE XYZ 1931, ça représente le champ du visible. En gros, c'est toutes les couleurs que l'œil humain peut percevoir. Et vous avez noté qu'il y a pas mal plus de vert qu'autre chose dans ce diagramme. Et bien pour l'anecdote, c'est parce que l'œil humain a 2 fois plus de cônes sensibles au vert que de cônes sensibles au bleu et au rouge. Nous avons donc une perception qui est nettement plus subtile dans les tonalités de vert. Certainement l'héritage d'une période où il fallait mieux avoir une vision subtile de ce qui se planque dans les feuillages, histoire de pas se faire bouffer par un putain de chevreuil. Anecdote dans l'anecdote, c'est aussi pour cela que la matrice de Bayer, qui est plaquée sur le capteur de vos téléphones, de vos caméras et de vos appareils photo, possède 2 fois plus de photosites vertes que de bleu ou de rouge, tout simplement pour se rapprocher de la perception RVB de l'œil humain. Mais revenons une seconde sur l'espace CIE XYZ 1931, puisque vous me suppliez. CIE, ça veut simplement dire Commission internationale de l'éclairage, et ça a été fondé en 1913. Et oui, c'est international, mais son nom est français, car vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'époque, on pesait lourd dans le game de l'optique, du coup de la photographie, du coup du cinéma, et du coup des comédies estivales ultra subventionnées avec Christian Clavier, Cadmerade et des affiches à dominante de bleu et de jaune. Je sais pas quel moment ça a merdé, je saurais pas dire. Bref, XYZ, c'est tout simplement car il retranscrit le champ du visible dans un espace vectoriel reportant le rouge, le vert et le bleu sur des coordonnées X, Y et Z. Et 1931, c'est simplement la date à laquelle il a été validé. Voilà!
C'est important de comprendre ça parce que c'est les bases, en fait, c'est l'étalon actuel et depuis tous les espaces colorimétriques de l'industrie se basent sur ce diagramme pour comparer la taille de leur gamut. Faut que je fasse gaffe où je place mes respirations dans mes phrases. Du coup, ce sRGB, oui, parce que dans les années 90, lors de l'explosion de l'informatique, HP et Microsoft se sont dit qu'il serait pas dégueu de standardiser un espace couleur afin que les fabricants d'écrans puissent sortir des écrans qui affichent à peu près la même chose. Et pour des raisons de coût, excite les subtilités dans les verts, excite les couleurs ultra saturées, on va avoir un gamut assez équilibré entre le rouge, le vert et le bleu. Ce gamut semble directement inspiré de la recommandation 709 que vous connaissez tous en vidéo, si c'est le Rec 709 qui était sorti 6 ans plus tôt, qui offre le même gamut, le même espace colorimétrique, mais pas le même gamma, comprenez par là le contraste, tout simplement parce que le sRGB est un espace colorimétrique fait pour travailler, donc dans des environnements qui sont plutôt clairs, qui sont plutôt lumineux, alors que le Rec 709, c'est fait pour mater des vidéos et ça se fait plutôt dans un environnement sombre, donc on a besoin d'avoir des noirs plus profonds. Bref, depuis ce jour, le sRGB est devenu une référence en termes de diffusion, même si depuis quasiment tous les fabricants ont sorti leur propre gamut. Les plus connus sont le DCI P3 qui régit les écrans Mac, depuis quelques années, et qui est un peu plus large que du sRGB, et le Adobe RGB 98 qui lui est pas mal plus large, surtout dans les verts. Il y a aussi certains gamut qui dépassent carrément même le champ du visible, comme le Canon Cinema Gamut, mais ça c'est plutôt des gamut qui sont faits pour de la captation vidéo, et ensuite pour la diffusion, ils seront recompressés sur du Rec 709 par exemple. Aujourd'hui, même un écran moyen est censé pouvoir afficher du sRGB à 100%. Les navigateurs, eux, ne comprennent que le sRGB pour éviter les conflits et on préfère niveler les couleurs par le bas. Donc quoi qu'il se passe, dans le monde digital dans lequel nous vivons, vos images finiront tôt ou tard compressées en sRGB. Sinon ça sera le bordel et les couleurs apparaîtront dégradées sur la plupart des supports. Et pourquoi ? Pour comprendre ça, il faut maintenant comprendre les profils de correction colorimétrique, les profils ICC. Car si vous envoyez un signal couleur identique, on va dire rouge 230, vert 20 et bleu 0, ce qui fait un vert kaki de tête. Non, j'en ai aucune idée. Vous envoyez ce signal sur deux écrans qui sont en sRGB, vous avez quasiment toutes les chances de ne pas avoir le même vert kaki affiché. Du coup, chaque fabricant de matériel crée ses propres profils ICC. Votre écran en a un, en sortie d'usine, votre téléphone, votre imprimante, le papier de votre imprimante. Quand vous calibrez votre écran, vous fabriquez juste un nouveau profil ICC. Ces profils font correspondre les couleurs en fonction des dérives colorimétriques et des limitations du périphérique, mais ils sont aussi associés à un espace colorimétrique. Donc si vous n'avez pas le bon gamut, vous foutez le Y avec les coordonnées des couleurs, ça fout la merde. C'est pour ça qu'en dehors de Photoshop et de certains logiciels spécialisés, des images en Adobe RVB ou en CMJN, et ben ça ressemble à de la merde, tout simplement parce que la correspondance des couleurs se fait mal. Une fois qu'on a compris les gamut et les profils SCC, on va pouvoir parler de calibrage d'écran et je vais briser pas mal de fantasmes car selon moi, cette pratique ne devrait pas concerner la plus grande majorité d'entre vous. Calibrer son écran demande déjà plusieurs prérogatives. Il faut déjà un bon écran avec une dalle stable, équilibrée et homogène. Un Mac moderne rentre à peine dans cette catégorie et 90% des PC portables, oubliez. C'est là où les écrans wide gamut du type ISO Color Edge, qui coûtent plusieurs milliers d'euros, débarquent. Ils sont homogènes, ils sont stables, ils ont un bon contraste, ils peuvent afficher des couleurs super saturées, ils ont un paquet de profils ICC directement intégrés pour simuler tout un tas de rendus, et ils ont aussi une sonde intégrée qui permet de les calibrer tous les 4 matins. Car oui, un écran calibré ne le reste jamais longtemps, et les écrans finissent toujours par dériver. Les fabricants de sondes nous recommandent de le calibrer notre écran une fois par mois minimum, et certaines prods ou certains imprimeurs le font une fois par semaine. Donc si tu pensais piquer la sonde de ton pote, calibrer ton écran et être tranquille à vie, nope. Mettre la main dans la calibration, c'est un truc à faire dans la durée. Ok, mais alors, pour quel gain ? Eh ben, je vais être clair, si vous n'avez pas un pipeline de production et de diffusion fermé, ça sert à rien ou presque. Captation, édition, diffusion, tout doit être verrouillé. On calibre toujours par rapport à quelque chose. Une entrée, une sortie, voire même les deux. Un color checker par exemple, en entrée. Ou une imprimante, en sortie.
Calibrer un écran seul, c'est dans la plupart des cas inutile. Et il faut dire que bien souvent, quand le rendu d'un écran est pourri, c'est que la dalle est pourrie. Et calibrer un écran qui peut à peine afficher correctement des couleurs, c'est gâcher des calories pour rien. Utilisez plutôt cette énergie pour apprendre des tours de magie et impressionner vos potes. Voilà, on a vu le champ du visible avec le CIE XYZ 1931, les espaces colorimétriques standardisés pour la diffusion et la capture, et on a vu que le sRGB, c'était un peu le patron. On a vu aussi les profils de correction colorimétrique pour affiner le rendu de tous les périphériques, et du coup on a fini par la calibration des écrans et des périphériques. Bref, mon bilan après presque 15 ans de PAO, c'est que le sRGB c'est pas mal en fait. Le sRGB c'est un gamut qui est vraiment éprouvé, qui est assez large pour tout le monde et qui limite les surprises et les incompatibilités. Et franchement, malgré les 30 ans de ce gamut, il y a encore trop d'écrans qui peinent à le reproduire correctement. Du coup, c'est le moment où je t'explique comment je bosse en sRGB et tout mon pipeline de production, que ce soit en photo, en graphisme, en illustration, pour du print ou pour du web. Et on va commencer par la prise de vue. Mon boîtier est réglé en sRGB. Et tu vas dire, ouais, ça sert à rien parce que tu shootes en RAW et que en RAW, les espaces colorimétriques, ça sert à rien. Oui, ok, mais non. Parce que cet espace colorimétrique est pris en compte sur les images JPEG qui s'affichent derrière l'écran de ton boîtier, ainsi que les aperçus qui s'affichent sur ton ordinateur. Puis sur Capture One ou sur Lightroom, j'ai un profil d'épreuvage en sRGB et je n'ai jamais vu la différence entre l'épreuvage sRGB et la photo d'origine en RAW. Et ça sera aussi ton cas, tu sais pourquoi? Car tu fais certainement partie des 80% de personnes qui ont un écran à peine capable d'afficher du sRGB si tu as un PC. Si tu as un Mac, si tu fais partie des 19,99% de gens qui ont un Mac, tu pourras afficher à peine plus que du sRGB. Et si tu fais partie des 0,1% des mecs qui ont un écran wide gamut à plusieurs milliers d'euros, c'est même pas sûr que tu vois une différence, car 90% des images que tu vas shooter à l'extérieur tiendront à l'aise dans un espace colorimétrique sRGB. Alors il reste encore ceux qui veulent bosser avec des couleurs plus saturées et encore surtout dans des verts, et ceux-là évidemment ils vont bosser avec du Adobe RVB si leur matos leur permet. D'ailleurs mon Photoshop est réglé pour afficher des documents RVB en sRGB et mes documents CMJN en faux gras 39, et je vais t'expliquer pourquoi par la suite. Je bosse en 8 bits la plupart du temps pour du graphisme ou de l'illustration pour un maximum de performance et d'options, et en 16 bits en photo pour ne pas perdre en profondeur des couleurs. Sur Photoshop, je bosse quasiment tout le temps en RVB et même en sRGB, que ce soit pour du web ou pour du print. Pour du print numérique type jet d'encre, j'envoie aussi mes fichiers en RVB et c'est l'imprimante qui se charge de convertir en CMJN avec les bons profils ICC. Ça évite les problèmes dans les noirs du CMJN, car on peut faire du noir de deux manières différentes en CMJN, soit en utilisant la cartouche de noir, soit en mélangeant toutes les couleurs, et quand on mixe les deux techniques dans un même document, ça fait un rendu relativement dégueulasse. Ça va, c'est pas trop technique, vous vous emmerdez pas? Bosser en CMJN, c'est aussi se priver de pas mal d'options dans Photoshop, et de toute manière, vous n'aurez pas non plus une vision proche de l'impression si vous n'avez pas les profils ICC de la machine qui l'imprimera, et même du papier sur lequel ça sera imprimé. Parce que oui, le papier a un rôle incroyable dans le rendu d'une impression. Ici, par exemple, on a une Image Prograph 1000 de chez Canon qui a une dizaine de cartouches et qui peut sortir un gamut franchement impressionnant. Dans les jaunes, oranges et dans les magentas, on est vraiment ultra proche d'un Pantone vénère. Pourtant, Photoshop me limite sur des couleurs saturées qui posent pourtant aucun problème à cette imprimante. Et si j'y colle un papier haut de gamme comme du Hahnemühle Museum Etching, j'élargis encore le gamut et la saturation. Donc le gamut imprimé dépend vraiment de la machine et du papier. Et sans avoir les profils ICC de ces deux parties, ce que j'ai parce que j'imprime ici, vous n'aurez aucune idée du rendu. Donc parlez à votre imprimeur, discutez des possibilités, intéressez-vous à son matériel, et même au pire des cas, pour des couleurs extrêmement précises et très saturées, il existe des tons directs standardisés comme les Pantone que vous connaissez tous, et c'est encore ce qui vous sortira le résultat le plus fidèle, quelle que soit la machine ou le support utilisé. Évidemment, il y a une exception, sinon ça serait pas drôle. Pour l'impression de type
offset. La plupart des imprimeurs européens sont calibrés à une norme ISO qui s'appelle le FOGRA 39. C'est à la fois un gamut et à la fois un profil ICC. Je bosse donc toujours en RVB, pour des questions de performance, je vous l'ai expliqué, mais je passe de temps à autre en épreuvage CMJN en appuyant sur commande Y. Ça me fait un épreuvage en CMJN en FOGRA 39, parce que vous vous rappelez, j'avais programmé mon Photoshop en CMJN en FOGRA 39. Voilà. Et du coup, ensuite, j'exporte mon fichier pour impression en FOGRA 39, parce que ça va être le profil avec lequel il va être imprimé. Par contre, pour tous mes clients en digital, je livre mes photos en sRGB. Voilà, j'espère que ça vous a permis de comprendre 2 ou 3 notions sur ce sujet sensible et parfois polémique qu'est la couleur et de relativiser les gamutes fifous comme le Adobe RVB et de relativiser aussi l'utilisation en outrance du CMJN. Et de vous intéresser par contre au profil ICC, car c'est plutôt de ce côté que vous aurez des résultats notables et un contrôle précis de votre rendu. Mais pour débattre du sRGB, ou simplement s'insulter un peu comme il est de bon ton de faire sur les réseaux sociaux, la section commentaires est à votre disposition. Et pas d'inquiétude pour ma fille, elle va très bien, elle m'a même remercié pour cette leçon de vie. Enfin, c'est ce que je pense, parce qu'elle n'a pas vraiment retrouvé la parole et elle prononce que les consonnes, du coup c'est pas évident à comprendre. Mais j'ai cru saisir un message de gratitude de sa part. Cet enfant est vraiment formidable. C'était JB, bison bleu, ciao.